Yes, we can. Je vous demande de vous arrêter. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit au bon moment pendant le 20h sur France 3 Corse via Stella, évidemment. Le programme européen Erasmus fête ses 30 ans et c'est l'une des grandes réussites éducatives en Europe. Pour célébrer cet anniversaire, les critères d'adhésion vont être élargis aux apprentis. Près de 150 élèves partiront dans quelques jours dans une douzaine de pays européens pour y poursuivre leur formation durant une année. C'est un projet pilote qui a pour objectif de donner aux apprentis les mêmes chances d'expérience à l'étranger que les étudiants universitaires. Les titres de votre 20h. La politique doit-elle être un spectacle? C'est le regard du 20h avec les journalistes Marie-Josée Harry-Guilandine et Sébastien Pisagne. Écrivain, son dernier roman oscille entre ésotérisme et anticipation. Jean-Michel Raffaly est l'invité événement de votre 20h. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Bonsoir Jean-Michel Raffaly, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous Je de suis me très recevoir. heureux de vous accueillir sur le plateau de C'est Pendant le gentil, 20h. je suis heureux aussi. Votre dernier ouvrage, In Lux Liminé au seuil de la lumière, est publié aux éditions Hugues Facora. Une découverte révolutionne l'humanité. La mise en lumière à jour d'un texte sacré racontant l'origine des religions. Le lecteur s'attache aux protagonistes. Il y a Simon et Lucie, deux protagonistes qui sont également écorchés vifs. Nous y reviendrons. C'est une quête qui va les guider, Jean-Michel Raffaly. Oui, en fait, c'est une quête, comme un petit peu tous les thrillers de ce type. Une quête qui leur a été donnée par un oncle, l'oncle de Lucie, donc, qui est décédé, qui habite dans une maison à Campo, qui habitait dans une maison à Campo, donc en Corse, et qui lui lègue toute sa fortune, et en même temps, la mission, la lourde tâche de continuer les recherches qu'il avait entreprises sur l'évolution, sur la recherche de l'évolution humaine, quoi, de l'homme. Oui, alors il y a plusieurs frontières, je l'ai dit, l'ésotérisme, l'anticipation, l'humanisme qui est également questionné dans votre ouvrage. Et il y a aussi les villes, la géopolitique, le parcours méditerranéen, Marseille, la Corse, Bahreïn, un peu plus loin. Tout cela dans une étrange aventure humaine. Oui, ces deux personnes, donc Lucie et Simon, qui sont, comme vous l'avez dit, des écorchés vifs, des écorchés de la vie, quoi. Ouais. Ce jeune et écorché, déjà, se rencontrent donc par hasard, mais y a-t-il vraiment des hasards? Dans ce contexte-là, ils se rencontrent dans un bar à Marseille et décident donc de prendre en main cette aventure. Lui, parce qu'il est poursuivi par les gangsters, des mafieux, et donc il faut qu'il s'en aille. Voilà, il faut qu'il s'en aille et qu'il quitte l'endroit, qu'il quitte Marseille. Et elle, elle prend, par rapport à cette rencontre qu'elle vient de faire, elle prend la décision de continuer cette enquête. Donc cette enquête va les mener jusqu'à l'île de Bahreïn. Oui, j'ai dit étrange au sens étrangeté vraiment, hein, y compris dans les rapports humains. Et dans cette quête, le mot est lourd de sens, mais il est essentiel pour comprendre votre ouvrage. C'est une quête qui est aussi en prise avec le réel, même si on parle des religions, si l'on parle, et alors il y a une dimension roman d'anticipation, en tout cas thriller d'anticipation, mais vous êtes en prise avec le réel, même curieusement en prise avec le réel. Votre ouvrage a été écrit, je crois, en 2002, et il a des échos avec tout ce qui se passe aujourd'hui autour des religions. Hein. Ben oui, malheureusement, il a été écrit en 2001. J'ai attendu beaucoup de temps pour le sortir, parce que j'avais besoin, moi aussi, de mûrir cette idée, de faire une démarche et d'avancer aussi dans ma vie. Et malheureusement, oui, il prédit un certain nombre de choses qui se sont malheureusement passées, dont le terrorisme qu'on a eu le malheur de vivre ces derniers mois. Oui, les protagonistes oscillent entre tous ces univers, oui. Vous l'avez dit. Je voudrais citer quelques mots, ce sont les vôtres, pour bien comprendre l'articulation entre le réel, l'anticipation. L'humanisme, c'est un terme important. Vous dites « Je suis fasciné par la démarche initiatique de l'homme. J'exprime ce que je ressens, y compris à travers les humains, à travers les relations humaines. » C'est ça qui vous intéresse, Jean-Michel Raffaly. Oui, ce qui m'intéresse surtout, c'est l'imperfection. L'imperfection de l'homme, de nous, notre propre imperfection qui nous permet d'avancer. C'est le doute qui nous fait avancer. Les certitudes ne font que nous immobiliser. Et donc ces imperfections-là me fascinent.
Et j'adore les explorer. Je les explore à travers ce que j'écris. J'imagine et j'écris. Voilà, c'est une façon de mettre sur papier ce que j'ai pu découvrir. Le doute toujours utile à la clarté des esprits, c'est un petit peu ça qu'il ressort également de votre ouvrage. Le doute toujours utile, quelle que soit notre position sociale, notre position culturelle, quel que soit là où nous nous trouvons, et là où nous allons, le doute est toujours utile. Alors, on ne va pas tout décrire ce qui se passe dans le livre, parce qu'on voudrait laisser aussi du suspense aux téléspectateurs, même s'il est question d'origine du monde, quand on parle des documents de Bahreïn, tout ça, vous le verrez, vous le lirez dans le livre. Mais je reviens sur ce triptyque qui me semble essentiel et qui rythme la narration de votre ouvrage. Il y a la religion, il y a la géopolitique et il y a l'humanité qui se découvre dans les textes de Bahreïn. Oui, les trois n'ont pas, dans ce livre-là, les trois n'ont pas de frontières. Ils s'interconnectent. Ils s'interconnectent et dans la vie d'ailleurs ils n'ont pas de frontières non plus, puisque la géopolitique aussi, la religion et tout ça, tout est mélangé. Aujourd'hui on se rend compte que d'ailleurs la religion et la géopolitique jouent des rôles très condensés, mais en même temps très distincts pourtant et très mélangés. Hein. Ils sont en interconnexion aussi malheureusement. Et donc voilà, je ne fais que relater un petit peu ce que moi j'entrevois dans ce monde réel, bien sûr en le romançant un petit peu et en essayant de faire des propositions au lecteur qui vont lui permettre d'être dans ce qu'on appelle une tension narrative, qui vont lui donner envie d'aller jusqu'au bout du livre, voire plus, puisque c'est une trilogie. Donc, une trilogie. Hein. Donc j'essaie de faire en sorte de laisser un petit peu pendus quelques-uns des filets que je tends. Alors, évidemment, le lecteur va penser, toute proportion gardée, à Dan Brown, parce qu'il est aussi question d'enquête, d'ésotérisme, je l'ai dit. Sachant que votre ouvrage, vous l'avez dit, a été écrit en 2001, alors que Dan Brown a sorti Da Vinci Code, je crois, en 2003. Oui, l'année suivante, ou en 2001, je me souviens plus exactement. 2003, 2002, ah, 2003. Ouais, 2003, je crois. Voilà. Donc il y avait déjà cela en vous, hein, cette idée-là de mixer tous ces univers. Hein. Mais mes deux premiers romans sont une introduction à ce genre de thriller qui me représente vraiment. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est vers quoi j'ai envie d'aller. Quoi. Quelle impression avez-vous une fois le livre achevé ? C'est assez complexe à décrire. Les impressions, les émotions, elles nous accompagnent moi en tout cas, elles m'accompagnent tout au long de l'écriture. Ensuite, quand le point final est mis, il y a un véritable travail qui commence. C'est là que le vrai travail commence. C'est au moment où le point final est mis. C'est-à-dire qu'il y a un travail de correction, un travail de réécriture. Cet ouvrage-là, il faisait 600 pages quand je l'ai terminé. Il a fallu condenser. Donc il a fallu condenser, supprimer. C'est toujours difficile de supprimer. C'est beaucoup plus difficile de supprimer que de rajouter. Donc il a fallu... C'est là qu'il y a un vrai travail. Le vrai travail de l'écrivain, il est à mon avis, une fois que le point final est écrit, paradoxalement. Juste, on va... revenir un petit peu en arrière, emprunter les chemins de votre mémoire. Vous avez écrit une nouvelle, Chienne de vie, qui a été étudiée, ou qui est toujours étudiée dans un lycée français aux États-Unis. Elle a une quinzaine d'années, c'est une de mes premières nouvelles, Chienne de vie. Elle a été étudiée dans un lycée français aux États-Unis. Elle a été éditée dans un livre scolaire en Suède. En Suède, oui. Et donc c'est une petite nouvelle qui a une véritable vie. C'est vraiment c'est touchant d'y repenser. C'est vraiment ma première nouvelle. Quoi. In Lux Liminé au seuil de la lumière, Hugues Facora édition. Il y aura 2 autres ouvrages. C'est une trilogie. Les 2 autres ouvrages sont déjà écrits, sont déjà dans un coin de votre tête. Le deuxième est terminé. Donc c'est là que commence vraiment le travail maintenant pour moi, parce qu'il faut que je le prépare, que je prépare sa vie, que je l'accompagne pour le mettre au monde. Quoi, hein. L'histoire est écrite, ça s'appelle Le cœur de l'aube, même si c'est un titre provisoire. Et le troisième, j'en parlais tout à l'heure avec Sébastien hors plateau, je suis en train de l'imaginer. Je vais encore passer quelques mois à l'imaginer avant de commencer à me mettre à écrire. Sébastien Pizan, notre débatteur du soir, qui va nous rejoindre dans quelques instants. Merci beaucoup Jean-Michel Rafal. In Lux Liminé au seuil de la lumière, Hugues Facora édition. C'est recommandé par toute l'équipe de Pendant le 20h. Merci. À bientôt pour le second opus. Merci. Au revoir Philippe. Tous les soirs, vous le savez, nous essayons de décrypter les tendances sur les réseaux sociaux. Et ce soir, Audrey Tordet, dans sa séquence Pop Culture, s'intéresse à l'application Zenly. Bonsoir. Salut Audrey. Salut. Alors, focus décryptage, l'application Zenly. Bon Philippe, je dois te dire que écrire cette chronique, ça m'a un peu mis un coup au moral, hein, parce que
parler d'une application jeune, ça revenait à dire que j'étais plus jeune moi-même. Non, Donc mais tu je l'as l'ai mal encore, vécu. Tu l'as encore. Non, je suis Enfin, très... tu l'as encore, j'ai pas vu ta carte d'identité. Non, je sais très bien que je suis plus si jeune que ça. Bon, toi non plus, mais enfin, je vais Voilà, trop te le ça, dire. c'est fait. Non, t'es mon employeur, tu vas me payer à la fin de l'émission, donc il vaut mieux que je te flatte, effectivement. Non, mais voilà, je suis née sous Mitterrand quand même. Ça, c'est pas un signe. Hein. Ouais, je suis larguée maintenant. On je suis va larguée. reparler. Tu Oui, es voilà. très forte parce qu'on va reparler de Mitterrand tout à l'heure dans le débat. Avec les lettres, Anne, bien joué pour le. Comme au rugby, tu sais, quand on envoie le ballon. C'est un métier, Philippe. Bref, revenons à quelque Sur chose de Zenly, plus sérieux. Zenly, Eh l'application Zenly est une appli dédiée aux jeunes et tu l'as testée pour nous. C'est ça. Alors, je me suis remis dans la peau d'une jeune. Cette appli de géolocalisation a été créée, alors c'est tout récent justement, qui dit application jeune dit jeune application. Elle a été créée en mai dernier par 2 Français. c'est très Cocorico, jeune. j'adore quand les gens accolent ça à chaque fois. Alexis Bonillot et Antoine Martin. Et tu comprends de suite qu'elle est faite pour les jeunes, puisque comme ce qu'on fait maintenant, l'application te tutoie d'emblée. Elle te demande comment tu t'appelles. On est jeunes. Voilà, on est jeune, voilà. Où est-ce que tu vis, etc. Donc, tu vois, de suite, c'est pour les jeunes. Sans parler de l'interface colorée. Oui, parce que le jeune est coloré. Donc, du coup, il y a plein d'émojis. Traduction pour les téléspectateurs. Ça y est, je suis perdu. Emoji, Voilà, coloré. emoji, c'est comme smiley. À l'époque des D'accord. MSN, émoticônes, c'est les petits dessins qu'on s'envoie par SMS ou sur les réseaux sociaux. Bref, on te fait clairement sentir qu'au-delà du bac, t'es hors concours. Tu es KO. Tu es largué. Voilà. Alors, si elle sert à géolocaliser les jeunes, les parents doivent être ravis, c'est ça? Alors oui, ça serait bien pratique pour surveiller son ado en permanence, mais encore faut-il que le parent ait un compte Zenly. Ce qui est moins sûr, il faut qu'ils comprennent, certes. Non, Regardez bien la chronique d'Audrey Tondel. Vous allez pas tout du tout comprendre. insultant. Non, certes, c'est pas le plus compliqué à faire, mais c'est surtout que voilà, le parent, entre guillemets, n'a rien à faire là parce que c'est pas l'optique de Zenly, tu t'en doutes bien. L'optique, c'est de parler aux jeunes et à ses amis. La géolocalisation est vendue comme un moyen, non pas d'espionnage, mais de ne rater aucune fête, aucune soirée, aucun rendez-vous avec ses potes. À l'inverse, si tu veux que tes amis te rejoignent, il n'y a pas plus simple. Une fois que ta géolocalisation est faite, tu peux partager ta position pendant environ 45 minutes. Alors, tu peux la partager soit sur Facebook, soit par MMS ou SMS. Et tu choisis aussi ce que tu partages. Soit tu mets la ville où tu es, soit carrément l'adresse exacte. Ouais, c'est vraiment très large. Ouais. C'est parce que Zenly parle aux ados qu'ils sont devenus accros. Con. La rime, hein. Rime riche, tout ça. Ado, Ouais, on est littéraire. Qu'est-ce qu'on est fort. Complètement. Il faut dire que les 2 fondateurs de Zenly ont été plutôt malins. Et ouais, en même temps, pour faire de l'argent. Quelque temps il faut être un petit peu. Quelque temps auparavant, et oui, ils avaient créé une version, mais là, plutôt destinée aux parents. Ouais. Bon, ça n'a pas été un bide, mais presque. Du coup, ils ont renversé la vapeur, expression pas du tout Jones, en adoptant une stratégie marketing autour des adolescents. Un petit peu de sérieux, le John est de sérieux aussi. Donc voilà, stratégie marketing, look acidulé, tutoiement. Zenly est devenu un tel succès qu'on a débloqué 10 millions d'euros. Et les plus grands investisseurs du moment, forcément, se penchent là-dessus. Il y a de quoi faire encore plus d'argent. Alors, Donc, mais voilà. quand on parle de géolocalisation, ça fait tout de même un petit peu peur. hein. Géolocalisation, on pense forcément indubitablement à espionnage des données. C'est un peu ça, ne nous mentons pas. Cela n'engage que moi, évidemment. Mais je pense que l'application elle a pour but de faire croire que c'est destiné aux jeunes, mais au fond, c'est toujours destiné aux parents pour les rassurer sur ce que font leurs enfants chéris. Et oui, même si ces derniers peuvent choisir à qui ils montrent leur localisation. C'est pour ça que c'est pas forcément destiné aux parents. Alors, Voilà. mais l'autre risque de cette application est si elle est, on peut imaginer qu'elle peut être détournée. Alors oui, par exemple, moi, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est un homme suspicieux qui s'en sert pour espionner sa femme, ou inversement. Une femme qui s'en sert. Tu me dis ça en me regardant. Non, rien du tout. Non, il faudrait que Zenly devienne le détective 2.0. Mais en même temps, le moindre réseau social en est un. Twitter, Facebook, Instagram, on stocke nos données et nos infos en tout genre. Alors tant qu'à faire, moi je dis autant l'assumer. Voilà. Merci beaucoup, ma chère Audrey. Merci à toi. Et à très vite. À très vite. La question de votre 20h, la politique doit-elle être un spectacle? Nos 2 journalistes y répondent, Marie-Joseph Harry-Guélandine et Sébastien Pisagne. Bonsoir à vous deux. La politique doit-elle être un spectacle? Le pouvoir exécutif, les acteurs politiques sont de plus en plus les protagonistes d'un grand spectacle permanent, show télévisé, mise en scène de la vie publique, frontière entre l'intime et le public justement de plus en plus fine. Moins de distance, plus de proximité virtuelle. Les codes changent. Nous sommes d'accord pour dire que la politique est aujourd'hui un spectacle, mais doit-elle l'être? C'est Sébastien. un fait, comme vous l'avez dit.
mais je crois qu'elle doit l'être. Effectivement. Alors attention, entendons-nous bien, parce que derrière le mot spectacle, et je pense qu'on va abondamment en parler, il y a bien sûr la conception très moderne du spectacle, strass et paillettes, et notamment où la télévision joue un rôle très très important. Mais le spectacle aussi n'est pas forcément une approche négative. Moi je pense que finalement presque peut-être de tout temps, à un moment donné, la parole politique a dû se mettre en scène. À partir de ce moment-là, forcément, il y a une part qui relève un peu du spectacle. Alors, évidemment, il y a les dérives actuelles et on va pouvoir en parler. Mais je ne pense pas qu'il faille dénigrer nécessairement l'approche liée au spectacle. La parole politique en a besoin. La politique et la société du spectacle, cher Guy Debord, c'est tout cela ? Voilà, c'est l'image, l'utilisation de l'image est évidemment importante en politique, depuis en tout cas qu'elle existe et qu'elle est si utilisable, parce qu'on a eu des périodes radio, maintenant avec la période audiovisuelle, ce serait dommage de s'en passer, c'est sûr. Ce qui pose problème à l'heure actuelle, et surtout sur l'idée du spectacle, pas dans l'idée du spectacle simplement montré, mais dans l'idée du spectacle justement un peu paillette, c'est peut-être la limite entre la vie privée et la vie publique, qui là est en train de s'effacer. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Moi, j'en suis pas sûre. Alors, pour étayer ce que nous venons de dire, ces quelques mots de Régis Debray, ça fait toujours plaisir de citer Régis Debray de temps à autre dans l'émission. Alors, il nous fait remarquer que nous vivons une triple rupture avec le passé. Le livre a fait place à l'image, la parole de séduction succède au discours construit rationnel, et enfin, la référence à l'histoire, son sens passé à venir, s'est dissoute au profit du seul temps qui compte, l'instant. Vous voyez pondre ma question derrière, l'instant, l'instantanéité, notamment dans le traitement de l'information. Nous l'avons déjà évoqué à plusieurs reprises ici, mais c'est concomitant de l'action politique. Alors moi, je dirais que déjà, le livre se porte très bien, le livre politique en particulier. Donc, Régis, j'aime bien Régis, effectivement. Mais bon, il y a quand même encore cette strate-là qui fonctionne plutôt bien. Ensuite, bien sûr, l'instantanéité, voilà, les réseaux sociaux, cette modernité qui est la nôtre fait que les hommes politiques eux-mêmes l'utilisent. Est-ce que ça favorise une mise en scène de la vie politique ? C'est ça la question. Évidemment. Alors après, toute la question est de savoir si ces hommes politiques arrivent à fonder là-dessus un discours cohérent du fond, ou s'ils ne versent pas uniquement dans la forme. Et c'est peut-être souvent ce qu'on leur reproche, c'est-à-dire finalement être tellement familier des codes que finalement ils ne renvoient que de la forme. Je crois que la désillusion vis-à-vis du politique ne vient pas tellement du fait que ces gens-là se prêtent à tout un tas d'émissions, parfois même des émissions de divertissement. C'est du fond, c'est du fait que ce discours politique a du mal à s'incarner sur le terrain avec des changements au quotidien. Là est vraiment pour moi le fond de la question. Marie-Jo ? Moi, je suis d'accord avec vous, le livre existe, mais il est de moins en moins politique, il est de plus en plus égocentré, maguelitique. Maguelitique. Voilà, c'est moi, c'est ma bien, pomme. c'est bien. Et c'est d'ailleurs des images, des photos en permanence de l'élu ou de celui qui est candidat, qui candidate à une élection quelconque, qui est là. Et c'est vrai qu'on parle du discours politique, mais jamais d'un discours politique finalement commun à tout un parti. C'est pas le discours des socialistes, le discours des républicains, c'est le discours de François Fillon, de Nicolas Sarkozy, voilà, c'est très très bizarre quand même cette manière de faire. Alors c'est vrai qu'ils sont là, ces livres, qui se vendent d'ailleurs pas tous de la même manière. Il y en a qui se vendent très bien, mais d'autres qui rament terriblement. Et puis après, effectivement, cet instant. Et là, j'ai l'impression que la personne, le personnage, mais l'humain, prend la place sur le politique. Et moi, je ne fais pas partie des gens qui ont envie d'avoir un personnage humain qui me ressemble. Je voudrais que nos élus soient aussi des élites. Vous voulez un phare ? Une espèce de Charles de Gaulle, donc, qui de sa stature très hiératique... Vous voyez, tout le monde critique sans arrêt les énarques. Moi, je n'ai pas fait l'ENA, et je trouve que quand on a fait des hautes études et qu'on est capable de diriger des grandes administrations, des grands pays, eh bien, voilà, votre place est là parmi les élus. Je n'ai pas du tout envie de vous voir jouer au foot et manger des pâtes. Alors, sinon, on ne va pas revenir jusqu'au général de Gaulle, quoique nous pourrions, si nous évoquons également Mitterrand et d'autres, je pense à Mitterrand parce que c'est 14 années de Mitterrand, forcément, ça marque. Et c'est important. Non, absolument pas. Absolument pas. Non, mais juste, est-ce que vous pouvez imaginer François Mitterrand dans une télé-réalité, bon, ça n'existait pas à l'époque, mais dans une mise en scène de l'intime, comme c'est le cas depuis quelques temps. Il y a d'ailleurs une émission de télé-réalité sur une chaîne concurrente où on voyait des personnalités politiques essayer de ressembler. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'était la baseline de l'émission aux vrais gens.
Déjà, ça, c'est terrible. Est-ce que vous pouvez imaginer quelqu'un comme François Mitterrand, De Gaulle, Pompidou, allez, même Jacques Chirac se prêter à l'émission Ambition intime sur une chaîne privée récemment? Évidemment non, parce que la monarchie républicaine à la mode française, telle qu'elle existait particulièrement encore à cette époque-là, nécessitait que l'homme politique se pose un peu au-dessus de la mêlée. Depuis, évidemment, les temps ont énormément Alors, évolué. qu'est-ce que ça dit de la société contemporaine, tout Je ne suis pas cela? tout à fait d'accord sur la monarchie, justement, parce que c'est justement les familles royales ont toujours été extrêmement médiatisées. Ceci, c'est vrai, Giscard invitait les gens pendant C'est que... vrai. Il s'invitait chez les gens avec les caméras. Pour revenir à Regardez, votre il y avait un question. magazine d'ailleurs qui était... Enfin, il y a toujours un magazine qui est spécialiste de ça, des familles, des têtes couronnées, Oui, bon, c'est alors que les politiques n'étaient pas là-dedans. Et c'est effectivement à partir... Bon, alors De Gaulle a mis un petit peu Yvonne en scène, mais à partir de Giscard qu'on commence vraiment à mettre la famille en scène, comme si on était une Mais vous famille. voyez qu'aujourd'hui, L'idée, c'est vraiment les d'aller codes chercher télé- les lecteurs. Voilà, c'est ça. Effectivement, vous avez raison. L'idée, c'est de dire, je suis bon. Hein, on connaît le président normal. Finalement, ça avait déjà été lancé finalement un peu plus tôt. Voilà, on va chercher les lecteurs au plus proche, quitte à ce que la parole politique, encore une fois, finissent par se diluer. On va sans doute trop loin. Moi, à l'émission que vous évoquez sur M6, sincèrement, je ne vois pas grandement l'intérêt d'aller mettre un politique sur un canapé. Sauf Sans si- contradicteur, hein, voilà, d'ailleurs, c'est hein. ça. Sans Parce que, contradicteur. vive le service public, vous avez le divan de Marc-Olivier Fogel, qui doit, je crois, avoir une nouvelle saison prochainement. Là, on a quand même quelque chose d'assez particulier. On est dans l'intime, on est dans quelque chose même de psychologisant, mais on a quand même un intervieweur qui pose le doigt là où Ouais. potentiellement ça peut faire mal. Et en Corse, Et on apprend des choses. en Corse, est-ce que vous trouvez que les élus, nos hommes politiques jouent avec cette frontière-là, l'intime et le public? Sur les réseaux sociaux, Ils en ont pas notamment. Voilà, besoin. on a vu que sur les réseaux sociaux, il y avait de temps en temps une grand-mère, un frère, un père qui apparaissaient. Mais pour l'instant, on n'y joue pas de la même manière. Ça C'est risque dû à la proximité? Je pense Oui. que c'est dû à la proximité, parce que c'est vrai que l'homme politique qui est au niveau vraiment national, très haut niveau, lui a besoin de cultiver cette proximité en donnant un peu de cette intimité. Je pense qu'à un échelon local, que ce soit en Corse ou même sur d'autres territoires, ce ressort est moins nécessaire. Moins de communication politique, en tout cas de communication mettant en scène l'intime chez les hommes politiques insulaires. Juste pour le petit clin d'œil, au moment où sort les lettres à Anne, la correspondance de François Mitterrand avec Anne Pinjot, sort un livre terrible sur le quinquennat de François Oui, Hollande. alors je pense que ça dit beaucoup de la psychologie quand même du personnage, qu'à un moment donné, il n'arrive pas à se retenir, quoi. Il parle en permanence à des journalistes, on arrive à quelque chose d'aberrant, alors on nous dit que finalement peut-être que ce livre est sorti plus tôt que ce qu'il aurait dû, mais alors là, en On n'y croit termes pas vraiment. de façon de désacraliser la fonction, Désacraliser la parole politique. la parole et Voilà. la fonction, ça va très loin. Vous connaissez la règle de l'émission, 40 secondes pour répondre à cette question. Vous l'avez fait en partie, mais on aime bien résumer l'instantanéité de l'information. On aime bien le faire, nous aussi, pendant le 20h. Alors, la politique doit-elle être un spectacle? Doit-elle être un spectacle? Marie-Jo, c'est avec vous que je commence. Alors, le spectacle de meeting à l'américaine, oui, bien sûr, pourquoi pas, c'est normal. C'est vraiment là où le discours politique va passer. Par contre, cette intrusion dans la vie privée, le fait de trop parler, d'écrire des livres qui ne regardent finalement personne, je trouve que c'est finalement se manquer de respect à la profession, désacraliser complètement cette profession. Et je pense qu'en tant que votant, on n'a pas besoin d'hommes ordinaires, on a vraiment d'hommes extraordinaires, de vrais leaders. Et voilà, je trouve que c'est quelque chose qui est plutôt néfaste à cette image-là. Alors en plus, quand la famille intervient ou quand on entre dans ces émissions d'infotainment, donc qui mélangent l'information et le divertissement, on peut se brûler vraiment. On n'a pas besoin d'un président normal, c'est ce que vous êtes en train de dire. Non, on veut quelqu'un d'exception. Alors, Sébastien. je ne sais pas si vous pourrez m'indiquer l'adresse de la fabrique à hommes d'exception. Je ne crois pas qu'elle se situe du côté de l'ENA. De l'ENA Pas tout à fait certain. Non, bon, bah voilà. Moi, je pense qu'effectivement, il y a une parole politique qui a besoin à un moment donné d'être mise en scène. Les excès, on les connaît. Moi, là où je me diffère peut-être un tout petit peu de Marie-Jo, c'est que je suis quand même assez intéressé à savoir qui se cache derrière le message. Je crois que ça a une véritable importance. Et c'est en ça que certaines émissions qui donnent à livrer un peu d'intime, mais de l'intime maîtrisé, pas au niveau du trottoir, peut être intéressante pour les lecteurs. Parce qu'après, ces hommes-là, ils ne sont pas qu'une idée politique, ils sont au pouvoir et leur façon d'envisager les choses, leur propre personnalité,
peut avoir une influence sur les décisions qu'ils prendront. Il y a un très bon bouquin en ce moment du docteur Coomer, qui est sorti il y a un moment, c'est l'Histoire de France revisitée sur le divan. Je vous assure, vous vous rendrez compte que nos grands monarques, des grands hommes dont vous parliez, mais les grands hommes dont on parlait finalement, eh bien voilà, il y a des ressorts psychologiques derrière tout ça. Et juste, il nous reste encore quelques secondes. Alors, on va un petit peu glisser de notre débat, quoique. Est-ce que vous avez le sentiment que les hommes politiques actuels, y compris en Corse, manquent de grande rhétorique, de souffle lyrique? Est-ce que vous trouvez qu'il y a encore des grands discours? Des grands orateurs, des grands discours. Des grands discours. Pourtant, même. plus il y a de monde pour écrire ces discours et plus ils sont creux. C'est quand même étonnant. Hein. Est-ce qu'on a encore de grandes causes? Oui, il y en a, évidemment. Mais quoi que c'est une, Il y en a. Non, c'est mais une bon. question pour Non, le mais prochain débat de Pendant le 20h. Est-ce qu'il existe encore de grandes causes? Hashtag PL20H, hashtag Pendant le 20h. Donnez vos arguments, débattez. Nous récupérerons tout ça et nous proposerons un débat. Voilà, la prochaine fois. C'est vrai que le clivage entre les partis est de plus en plus flou. Oui, c'est vrai. Et voilà. Mais ce sera un autre débat. Merci beaucoup à vous deux d'avoir débattu sur ce sujet-là. Et à bientôt, chers amis. Très volontiers. Merci à vous de nous avoir suivis. Continuez à rester sur France 3 Corse Vie Astel. Débattez sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à très vite, évidemment, pendant le 20h.